Yo la team, le retour des podcasters, saison 2. Donc là, c'est moi-même, Escobar. Saison 2, épisode 1. Du coup, ce soir, il y a notre ami Sedo Momo qui est là en place et Bonsoir les notre amis. Julien qui est là aussi présent. Hello tout le monde. Épisode un peu spécial puisqu'on n'est que 3. Merci de m'avoir aidé pour. Ouais, mais je pense que c'est très bien aussi. Ils vont voir qu'on arrive à. Voilà. Y a pas de souci. Qui veut commencer, les amis? Comme tu veux, Julien, toi ou moi. Vas-y, Julien, je te laisse l'honneur de commencer. Ok, très bien, je commence. Alors, moi, ma petite chronique pour ce nouvel épisode, ça va être un manga qui est très cher à mes yeux, qui est Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi. Alors, Togashi, on le connaît mieux maintenant avec son manga qui fait coller beaucoup d'encre à cause des retards, etc., Hunter x Hunter. Mais il a commencé à connaître un véritable succès avec Yu Yu Hakusho. Alors, Yu Yu Hakusho a été publié dans le Shonen Jump dans les années 90, en décembre 90 jusqu'en juillet 94. Donc, à l'époque où on pouvait retrouver dans le Shonen Jump Slam Dunk, Dragon Ball et tous vraiment les titres phares des années 90. Donc, autant dire que la compétition était rude. Et que notre ami Togashi a eu fort à faire. Néanmoins, il s'en est sorti. C'est un manga qui fait 19 volumes, qui a été vendu au Japon à plus de 50 millions d'exemplaires, qui a un animé de 112 épisodes, 2 OAV. Donc, c'est quand même une série qui a eu un bon succès. Et là, Kana a la très bonne idée de le rééditer dans une version qui certes fait débat parce que ça n'est pas la perfecte édition, mais une star édition à la fin de ce mois de novembre. Donc, occasion rêvée pour parler de ce manga. Alors, de quoi ça parle, ce manga? Eh bien, c'est simple, c'est l'histoire de Yusuke Uramashi, 14 ans, un jeune voyou, un zoku, comme on peut le dire, hein, ces jeunes japonais des années 80 qui ne vivaient que par la bagarre, les motos, l'alcool et les filles. C'est deux dans la jeunesse, quoi. Voilà, c'est ça, une jeunesse exactement très, très identique à la mienne. Donc, ce jeune, voilà, qui effectivement va sécher l'école dès les premières pages, voit en se baladant dans la rue un petit garçon qui joue avec un ballon. Bon, il fait quelques blagues et puis finalement ça n'intéresse pas trop, donc il le laisse. Et ce petit garçon va traverser la rue sans regarder. Erreur suprême, bien sûr, à ne jamais faire. Et c'était à ce moment-là qu'une voiture de sport arrive à toute vitesse pour le percuter. Yusuke ne fait ni une ni deux, il saute et il sauve l'enfant, se sacrifiant à sa place. Donc il comprend très vite qu'il est mort, puisqu'il se voit d'en hauteur, comme un peu sous forme d'esprit. Voilà. Sauf que là, on a droit au premier troll de l'auteur, parce que j'imagine que cette situation de l'enfant sauvé avec son ballon qui est heurté par une voiture vous rappelle un autre manga. Il s'agit effectivement de Capitaine Tsubasa, où on trouve exactement la même scène. Et d'ailleurs, c'est la même conclusion, puisque Yusuke, qui se voit en esprit, est contacté par Botan, qui est en charge de libérer les âmes, de les amener soit au paradis, soit en enfer, et qui lui dit qu'on a un problème avec lui, parce qu'en fait, le garçon n'avait pas besoin de lui pour être sauvé, puisqu'il allait être sauvé par son ballon. Donc, et comme Yusuke s'est sacrifié, il n'a fait absolument pas le plan qui était prévu pour lui, et donc il ne peut aller ni en enfer, ni au paradis. Donc, qu'est-ce qu'on fait de lui? Donc, c'est sur cette base que commence ce manga, un manga qui va vraiment beaucoup évoluer au cours du temps, puisque en fait, on peut le découper en 7 grosses périodes. Sur les 19 tomes, c'est quand même assez énorme. Donc, en fait, au début, Yusuke, qui est sous cette forme d'esprit,
va essayer de comprendre ce qu'on lui demande et essayer de faire de bonnes actions pour pouvoir réintégrer son corps. Petit spoil, il va y arriver. Et après, tout de suite après, on va lui dire, bon, maintenant que tu as quelques connaissances du surnaturel, tu vas devenir détective des ténèbres. Et donc, il va résoudre quelques problématiques avec des monstres qui arrivent, qui mangent les âmes des enfants, etc. Et puis après, comme tout shonen classique, on va avoir un tournoi. Un tournoi avec des monstres, etc. Et à la suite de ce tournoi, on va enchaîner sur une partie où Yusuke va devoir affronter un être qui veut ouvrir le passage entre le monde des monstres et le monde des humains. Et enfin, une dernière partie, tournoi, là aussi encore un tournoi, dans l'esprit shonen. Et après, on finit sur quelques histoires courtes. Fin qui d'ailleurs déçoit beaucoup de personnes, puisqu'effectivement, Togashi, à la lecture du manga, met beaucoup d'humour et de second degré. Ce qui effectivement peut sembler un petit peu bizarre et pas forcément très approprié dans certaines situations. Mais du coup, comme au début avec le troll qui nous fait sur le petit garçon et son ballon, il va y avoir un certain nombre de blagues, de situations inattendues, de choses qui peuvent étonner. Et surtout, Togashi va réussir à capter au cours de ces 19 tomes tout ce qui fait le succès d'un shonen neketsu. Et tout ce qui va recueillir, toute cette recette, cette phase d'expérimentation, il va s'en servir pour Hunter x Hunter. Sans Yu Yu Hakusho, il n'y a pas de Hunter x Hunter. Et d'ailleurs, à la relecture, parce que pour cette émission, je me suis relu les 19 tomes de la série, Ouais. j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà là dans Yu Yu Hakusho. Des examens un peu farfelus pour connaître les pouvoirs, des notions d'amitié. On retrouve 4 héros un petit peu dont les caractéristiques sont un petit peu liées à celles d'Hunter x Hunter. On a le garçon un peu naïf qui n'aime que la bagarre, on a le fort en gueule, on a le mystérieux, on a celui qu'on prend pour une fille mais qui est très dangereux. Donc vraiment, on peut retrouver exactement les mêmes personnages optimisés, mieux caractérisés dans Hunter x Hunter, mais tout est déjà là. Et on a même, je vous dirais, pour les fans de Jojo, je sais qu'ils sont nombreux, tout un arc où on peut retrouver des pouvoirs vraiment similaires à celui des stands. C'est vraiment, vraiment, il a pioché partout. Alors ça donne peut-être un manga un petit peu patchwork, mais très sincèrement, moi je passe toujours de très bons moments à lire ce manga. C'est pour moi aussi l'un des meilleurs tournois qu'on a pu voir. Hein. Je suis assez peu objectif sur ce point, mais je trouve que le tournoi des ténèbres est vraiment un très bon passage, très intelligent, avec des scènes qui vont plus loin que les tournois qu'on pouvait avoir à l'époque. Hein. C'est vrai que quand on pense à tournois d'arts martiaux, on se focalise peut-être à juste titre sur le Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball, mais finalement il reste assez gentil par rapport à celui-ci qui est vraiment très méchant et très, très cynique. D'ailleurs, je vous avouerai en relisant cette partie du tournoi des ténèbres que Togashi a dû mettre aussi des petits dessins un petit peu cachés ou pas cachés de trucs un peu coquins dans son manga. Ah, d'accord. Ouais, non, mais, Ça va intéresser Esco, ça. des choses assez curieuses, assez marrantes. Voilà, donc c'est un manga en plus, moi je trouve qu'il monte vraiment en puissance sur tout le déroulé jusqu'à, je dirais, l'avant-dernière partie, donc avant le dernier tournoi. Là, on est vraiment au top du top. Le dernier tournoi a déçu beaucoup et j'en finirai avec ça. C'est pour une raison simple, hein, parce qu'en fait, Togashi n'a pas fini son tournoi. On a un tournoi qui se conclut en quelques lignes, en fait. Et ça frustrait beaucoup de personnes. Parce que, et c'est là où on retrouve cet aspect un peu troll, c'est que finalement, on s'attendait à un shonen tout à fait classique où on a un tournoi qui va se dérouler sur X tomes avec des enjeux toujours plus forts, avec le héros qui va devenir toujours plus fort. Et là, Togashi casse complètement ce type de tournoi. On sait l'issue du tournoi à l'issue d'un dialogue.
Et on ne voit absolument pas le combat final. On ne sait pas comment on en est arrivé là. Mais voilà. Et ça se finit comme ça. Ça se finit sur un peu une pirouette. Je pense aussi qu'à l'époque, Togashi voulait justement finir au plus tôt ce manga pour commencer autre chose et surtout peaufiner son idée de shonen ultime. Et voilà. Donc le dernier tome, finalement, est un recueil de petites histoires courtes avec beaucoup d'ellipses qui peuvent être un peu déstabilisantes, mais qui, finalement, complètent bien ce qu'on peut avoir comme caractérisation des personnages. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très bon, ce Yu Yu Hakusho. Je ne peux que vous recommander de jeter un coup d'œil à la réédition qui sort ce mois-ci. Je ne suis pas sponsorisé par Canard, mais si vous écoutez, on est là. Qui ressort avec une très belle frise. Alors, les covers sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais je trouve que les 12 tomes qui forment une frise bien sympathique sur fond noir, sur fond blanc, pardon. Donc, ils ont absolument pas reproduit l'erreur qu'ils avaient fait sur Slam Dunk, où la frise est absolument horrible. Donc voilà, donc j'attends de voir. En plus, on va avoir une nouvelle traduction, un nouveau litrage, parce que le litrage des premiers tomes est fait à la main. C'est quelque chose qui peut paraître un peu fou, mais dans les années 90, c'est sorti en 97 chez Kana, il y avait encore des lettreurs qui faisaient le travail à la main. C'était pas industrialisé, c'était voilà. Donc bon, je pense que la réédition, pour beaucoup, va permettre de découvrir ce manga culte, et pour d'autres, de se réapproprier cette œuvre avec une édition plus luxueuse. D'accord. Voilà pour moi. Très bien, merci de ta présentation. Moi, en tout cas, ça me donne grave envie, parce que, comme je t'ai dit, c'est pas un manga qui est. Moi, à l'époque, je lisais pas de manga. J'ai pas grandi avec. J'étais pas dans ce délire. Du coup, c'est venu beaucoup plus tard. Et donc, du coup, des fois, c'est vrai que je suis passé à côté de classiques, ou peut-être qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment mis en avant. Et donc, tu m'as donné envie de le lire. Je te remercie pas du tout. Mon portefeuille te remercie pas du tout. Et ma banquière te remercie pas du tout. Si, au contraire, ta banquière me remercie. Oui, pour les frais d'agio, connard. Les banquiers aiment qu'on dépense de l'argent. Au contraire, c'est ce qu'ils aiment, les banquiers, c'est ceux qui ont soit beaucoup d'argent, soit qui en dépensent beaucoup. Et les deux ne sont pas incompatibles. Mais bon, je pense que voilà. Bref. Du coup, c'est à toi, Cédo ? Ouais, c'est à moi. En tout cas, merci encore, Julien. Et je vais m'intéresser effectivement à cette édition qui sort le 19 novembre prochain, donc c'est-à-dire demain. Non, elle sort un peu plus tard. Je crois qu'elle a été décalée. Finalement ouais. Parce que, parce qu'au mois d'octobre, il parlait encore de novembre, mais pourquoi pas. Elle a été décalée, je crois, effectivement, tu as raison, elle devait sortir demain, mais je crois qu'elle a été décalée d'une semaine. Ah, d'accord, écoute, quand j'irai passer chez mon libraire, je jetterai un petit coup d'œil, effectivement. Surtout que l'animé a fait beaucoup de publicité, je pense, à ce manga pour la réédition, quoi. Ça va être pas mal. L'animé est aussi très très bon. D'ailleurs, c'est un animé où je crois que le générique ne change pas sur les 112 épisodes, tellement qu'il était bon et entraînant. Donc c'est assez rare pour le noter. Alors, écoutez, moi je vais parler d'un comics, pour pas changer, bien sûr. Désolé par avance. Je vais vous parler. Est-ce que je dois vous présenter Hellboy? Allô? Non, je connais, je connais Hellboy, effectivement. Moi aussi, je le connais personnellement. Ouais, je pense que c'est au-delà d'un personnage de comics, c'est devenu un personnage de pop culture. Quand je dis pop culture, parce que il a fait l'objet quand même d'adaptations cinématographiques assez connues, qui en plus ont été réalisées dans un premier temps par un très grand réalisateur qui s'appelle Guillermo del Toro, d'accord, qui a mis son empreinte, qui a fait ça, c'était dans les années 2000, Hellboy, avec son copain Ron Perlman, qui est un peu son acteur fétiche, que vous connaissez aussi, je pense. Tout à fait. Et donc, ce personnage de comics, je pense que beaucoup le connaissent par le cinéma, comme moi, entre autres. J'ai connu ce personnage
au cinéma, mais comme beaucoup de personnages de super-héros, enfin, c'est pas un super-héros, mais c'est un personnage fantastique, il vient d'une bande dessinée. Voilà. Il a été en fait écrit et dessiné par Mike Mignola. D'accord. Et Mike Mignola, en fait, il a eu cette idée, il a sorti en fait le premier épisode en 1994 chez Dark Horse aux États-Unis. Encore une fois, Dark Horse, ben voilà, c'est une valeur sûre. Beaucoup de bons titres, vous ne me direz pas le contraire, sont sortis chez Dark Horse. Ouais, tout à fait. C'était vraiment un pendant plus adulte que les Big Two à l'époque. C'est ça, Dark Horse, pour moi, c'est une référence. À l'époque, c'était peut-être même le numéro 3. C'était une grosse. Tout à fait. Bah, ceux qui voulaient un peu de l'indé, un peu autre chose que du Big Two, voilà, c'était Dark Horse, quoi, la référence, quoi. Et c'est vrai, donc du coup, il est Mike Mignola, donc, qui est à la fois scénariste et écrivain, a créé donc ce personnage. Alors, ce personnage, qu'est-ce qu'il est? Je vais quand même le présenter rapidement pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est une genre de créature qui est née de l'union d'un démon et d'une humaine et qui a vécu en enfer pendant sa jeunesse. Donc là, je vous fais un peu de Wikipédia. Donc, il a été invoqué par Rasputin, un personnage très connu en Russie, en 1944. Donc, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu à l'époque du Captain America. Et donc, il a été invoqué, mais malheureusement pour Rasputin, lorsqu'il est arrivé dans le monde des humains, il n'a pas été utilisé par Rasputin pour renverser les nazis et être le roi du monde. Il a été recueilli et élevé par l'armée américaine, qui lui donna son nom de Hellboy, littéralement garçon de l'enfer. Donc ensuite, devenu adulte, ce Hellboy, il a intégré une agence spécialisée dans la lutte contre les menaces paranormales, qu'on appelle les initiales BPRD, voilà, qui fait l'objet notamment de comics, d'histoires en parallèle. Il y a l'histoire principale avec Hellboy et à côté les histoires du BPRD, parce qu'on va voir que plus tard, à un moment donné, Hellboy va arrêter de travailler pour eux et du coup, on va suivre toujours les aventures du BPRD, mais sans Hellboy. Mais toujours avec les personnages avec qui il travaille. Donc, notamment, il y a une femme qui possède des talents de pyrokinésiste, donc c'est-à-dire qui maîtrise le feu. Il y a une créature amphibienne, un peu comme ce que vous avez vu récemment, encore avec Guillermo del Toro. Ça s'appelle ce film. La créature de l'eau, non? Pardon? La créature de l'eau, non? Voilà, Shape of Water en fait, en anglais. Je cherchais le mot en anglais. Voilà, Shape of Water, donc c'est une créature amphibienne et du coup, personnages. Donc ceux-là, ils font partie du PPRD, donc c'est avec eux que Hellboy en fait va parcourir la Terre et va se battre contre des créatures fantastiques. Alors, je vous raconte pas tout, là, je vais surtout vous parler de ce qu'on appelle une intégrale. Parce que, si vous voulez, Hellboy, il a été adapté chez nous, en France, par Delcourt. Il a été édité par Delcourt. Il a été édité par Delcourt dans un premier temps par des volumes simples, d'accord, des tomes simples. Et puis là, il y a une nouvelle collection qui a été faite en 2016, d'accord, sous un format assez prestigieux. C'est-à-dire que le format, il contient les 2 premiers tomes de Hellboy, avec 40 pages de croquis. Et si vous voulez, comme il est devenu très important, il a quand même une certaine publicité, Delcourt, ils ont misé assez fort dessus, ils se sont dit, je pense que il est temps de lui rendre hommage et de faire vraiment quelque chose de propre. Et là, on a carrément une superbe édition. C'est-à-dire que là, ils ont mis carrément une édition très très grande. Donc, c'est-à-dire pour les collectionneurs qui adorent ça avec des croquis inédits. On a également, on a aussi la toile cirée là, sur le devant. Simili-cuir, non? Non, c'est une couverture toilée. Je cherchais le mot. Une couverture toilée. Une couverture toilée, donc c'est un grand format, une couverture toilée avec un lettrage doré. Et il y a 300 pages qui font cette première intégrale des aventures d'Hellboy. Donc c'est vraiment
voilà, en plus, ça contient les deux grosses sagas que aiment beaucoup les lecteurs de Hellboy, c'est Les Germes de la Destruction, donc avec Rasputin, et Au nom du diable avec Dracula. Donc, dans ces deux histoires, on va apprendre à connaître Hellboy, son caractère, sa façon voilà, de résoudre les enquêtes. Et j'ai vraiment bien aimé globalement, parce que je ne connaissais pas Hellboy jusqu'à présent au niveau du comics. J'étais assez réticent à lire du Hellboy parce que voilà, le dessin, faut dire ce qu'il est. Il est pas, voilà, il a un pour style moi, très particulier, Mignola, c'est un, voilà, c'est un style très particulier. On pourrait croire que c'est un style très old school, ancien, qui correspond à l'époque, hein, un peu 1945, on peut dire voilà, assez épuré, mais en même temps très gothique. Ouais, Toi, est-ce que il a un style ouais, effectivement qui n'est pas vraiment pas commun, quoi. Effectivement, on pourrait penser qu'il est dans la ligne des vieux comics, mais son style est très différent parce que ses personnages sont déformés, ses cases, son découpage est aussi très particulier. Finalement, j'ai envie de dire, cet auteur réussit à créer son propre style qui est finalement inimitable, un peu comme un Tim Sale ou Ouais. je suis complètement d'accord. En fait, il y a un style Mac Mignola. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de références à cet auteur. C'est que lorsqu'on lit des BD récentes, ça m'arrive de lire sur des avis de d'autres, des gens qui disent ah bah ce dessin, il a un style à la Mike Mignola, etc. Et effectivement, je te rejoins. Il a créé son style de dessin avec beaucoup de jeux d'ombre incrustés dans les personnages et dans les décors. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça me bloquait. Et c'est vrai que quand je lis, je peux pas dire que je kiffe énormément, comme un Sean Murphy ou comme un David Finch, mais c'est pas mainstream. Voilà, c'est pas un dessin que tu vas retrouver ailleurs, comme tu dis. C'est un dessin particulier et qui, bon, encore une fois, je trouve qu'il s'y prête assez à son univers, encore une fois, très gothique. Lovecraft, hein, on parle beaucoup d'inspiration Lovecraft, de Jack Kirby, notamment pour New God. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça fait un univers assez intéressant. C'est une approche visuelle voilà, qui change, qui sort de l'ordinaire. Donc du coup, au fil de la lecture, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Il faut savoir que le premier arc dont je vous ai parlé, qui s'appelle Les Germes de la Destruction, il a été également euh, écrit par John Byrne. Donc, John Byrne. voilà, par John Byrne. Donc, John Byrne, c'est pas n'importe qui, hein, c'est aussi un très grand scénariste de comics qui l'a aidé à faire son premier arc. Ensuite, le reste, c'est Mike Mignola. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'au niveau de la colorisation, c'est le coloriste de Sean Murphy, Matt Hollingsworth, que j'apprécie beaucoup. Pour moi, Matt Hollingsworth, c'est un des plus grands coloristes actuels, quoi. Et il accompagne Sean Murphy sur tous ses plans, et je trouve que sa colorisation, je sais pas, vous connaissez ce coloriste? Pas tant que ça, finalement. C'est vrai que j'ai vu certaines planches justement de Murphy dessinées colorisées par cet auteur, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne me parle pas forcément parce que j'ai pas acheté de bouquins de Sean Murphy ou autre. C'est vrai que moi je suis plus aussi sur des couleurs un peu plus vives. C'est vrai que c'est des tons assez pastels et un peu sombres, en tout cas sombre côté Mac Mignola et un peu pastel côté Sean Murphy. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Alors après, il a fait quand même pas mal. Il a fait un peu de Marvel, il a fait du Hawkeye, il a fait du Little Bird récemment, il a fait du Catwoman, il a fait du Daredevil. Si vous avez lu Daredevil de Bendis, qui est quand même assez connu, hein, notamment ce qu'on appelle Underboss, où il y a en fait là, tu as le fameux caïd qui disparaît, on dévoile l'identité de Matt Murdock. Le coloriste, c'est Matt Hollingsworth. D'accord. Bah, je jetterai un coup d'œil du coup. Donc voilà. Donc pour revenir à Hellboy, donc moi j'ai trouvé que c'était assez bien écrit, des bons dialogues. Voilà. Alors après, les personnages, je les ai trouvés assez charismatiques, notamment le personnage principal, mais aussi ses compères. Les personnages, les méchants, je trouve que je les ai pas trouvés du tout manichéens.
pas du tout noir ou blanc. Ils ont chacun leur motivation, pourquoi ils sont sombres, pourquoi ils sont tombés dans la méchanceté, etc. Euh, Même si Rasputin, bon bah voilà, il va ramener l'apocalypse sur Terre, le règne des méchants, des divinités, bon bah voilà, mais ça quelque part, on peut pas lui en reprocher, mais voilà, il se justifie. J'ai bien aimé aussi les dialogues dans le sens que Hellboy, il a des bonnes punchlines, il a des bonnes répliques. Si vous voulez, il est toujours en face de démons qui sont très sérieux, qui sont là à lui dire, voilà, tu fais partie d'une prophétie, tu dois détruire le monde, etc. Et lui, il arrive toujours à répondre avec une déconcertance hallucinante. Voilà, il répond en dédramatisant, bah voilà, en expliquant qu'il n'est pas là pour ça, qu'il s'en fout, qu'il préfère vivre sa vie, il a ses propres plans. C'est beaucoup plus facile à lire que lire du Alan Moore. À titre de comparaison, parce que Alan Moore aussi, c'est un gros univers. Alan Moore, c'est aussi, il écrit des personnages hauts en couleur, mais son style verbeux est beaucoup plus difficile en général. Là, honnêtement, si vous lisez Hellboy, vous serez pas perdu. Ça se lit très facilement. Les histoires sont assez claires, les dialogues sont assez clairs. C'est pas de la poésie, voilà, c'est pas des pensées philosophiques. Pour autant, voilà, il y a beaucoup de mythologies qui sont abordées, antiques, de différents pays. Il y a Baba Yaga, il y a Dracula, mais il y a aussi d'autres choses. Donc là, je parle que pour les deux premières histoires, hein, de ce que j'ai lu, parce en fait, il y a 6 intégrales, d'accord, qui sont prévues. Il y en a 5 qui sont déjà sorties. Il y en a une 6e qui va sortir bientôt, là, au mois de décembre. Et donc, vraiment, première bonne impression de ce Hellboy. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais je reconnais la qualité du scénario, la qualité du dessin. On sent vraiment que voilà, que c'est travaillé, qu'il y a un vrai univers proposé avec de vrais personnages atypiques qui ne sont pas des copies de d'autres. Donc voilà, quoi, c'est vraiment une ambiance graphique très noire que j'ai vraiment appréciée. Donc bon, voilà, je vais lire la suite maintenant et de toute façon, on m'a dit que du bien, donc je pense que je vais continuer. De toute façon, là, je vais acheter l'intégrale 2 et ainsi de suite. Voilà. Ok. Moi, j'ai un peu de mal avec Hellboy. Enfin, j'ai eu Par un peu rapport de au mal avec dessin ou à l'histoire? j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est pas du tout le style graphique que j'aime. Ouais, Et en fait, voilà, tu vois, moi je suis pareil. ça me bloque Ah, bon, on est énormément. d'accord. Parce qu'en fait, je pense qu'il était plutôt dans un, comme on a dit avant, et dans un univers graphique qui est bien à lui. On le reconnaît. Il y a que lui qui fait ça de toute façon. Euh, en fait, il est un petit peu, ce qu'on appelle un peu vulgairement maintenant les romans graphiques. Donc je pense que bon, le découpage, il est comics, tout ça, ça sortit des comics, mais on pourrait dire que, parce qu'en ce moment, c'est vrai on vulgarise beaucoup le mot roman graphique, tout ce qu'on ne sait pas mettre, ni manga, comics ou BD traditionnel, on dit roman graphique. Je pense que ça pourrait être considéré comme ça, parce qu'il a vraiment un style graphique qui est très particulier. Après, je sais qu'il y en a, ils kiffent de haut. Bah, moi, ça me bloque un peu. Voilà. Ouais, je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre. Après, je pense que ça s'apprivoise. Ça s'apprécie avec le temps. Faut lire, relire, relire, et puis au fur et à mesure, on va plus apprécier ce style de couleurs sans flamme, ce style figé de couleurs, d'images. Mais je pense que moi j'étais pareil, mais là, en relisant, bah, je commence à plus apprécier. Alors, je dis pas que j'apprécie tout de suite, hein, tu vois, je l'ai dit, mais je commence à mieux comprendre où il veut en venir. C'est pourquoi il joue pas sur les dégradés, pourquoi il y a beaucoup de fonds noirs, pourquoi voilà, il fait des blocs de couleurs très rouges parfois et parfois très noirs, des contrastes différents. Voilà, je commence à plus les apprécier et je pense c'est comme les musiques. Au début, tu n'aimes pas une musique et puis à force de l'écouter, tu commences à l'apprécier. Bah, je pense que ça va être pareil. Ouais. Ok. Julien, t'en penses quoi, toi? Bah, alors, moi, Hellboy, effectivement, moi, j'ai lu juste la première histoire qui je me semble, Les germes de la destruction, avec Rasputin. Ouais. J'en ai des vagues souvenirs parce que du coup, moi, je l'ai lu il y a très longtemps quand justement c'était sorti chez Delcourt en tome simple, donc juste l'arc. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait plu.
Après, alors après, j'ai jamais continué parce que du coup, mon portefeuille n'est pas extensible et c'est vrai Ah que oui, alors, des choix. je te coupe. L'édition de luxe dont je vous ai parlé, qui regroupe les 2 tomes, c'est une édition à 50 € quand même. Ouais, Ouais, c'est sûr ouais, que c'est pas. c'est un budget. Mais, Ah, il mais vaut après, mieux acheter les tomes solo qui sont en occasion à 7 €, 7-10 €, quoi. voilà, je pense que de toute façon, on peut toujours, si on veut, alors, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais je pense qu'on peut toujours trouver un moyen de lire ou de provisionner pour acheter, même si ça coûte cher, on peut toujours. Ou à la bibliothèque. Aller à la Ouais. bibliothèque municipale de son quartier, ils ont toujours un Hellboy. Il y a toujours des possibilités. Après, par rapport à l'aspect graphique, juste, je vais rebondir sur une anecdote un peu personnelle. J'ai lu récemment From Hell d'Alan Moore, justement, dont tu parlais, Cédo, Mhm. qui est illustré par Eddie Campbell. Et c'est vrai que sur les premières pages, j'étais vraiment très rebuté par le dessin. C'est une expérience effectivement qu'il faut vivre et apprivoiser. C'est-à-dire que effectivement, d'un premier abord, on peut trouver ça nul ou moche, mais quand on s'accroche et quand on voit pourquoi c'est comme ça, etc., et effectivement qu'au fur et à mesure de l'histoire, comme tu le disais, ça a un sens, ce dessin, c'est pas juste fait comme ça. Mhm. C'est C'est ça. on apprécie plus et Mhm. comme toute chose, exactement avec la musique, c'était pareil. Comme la soupe, hein, plus t'en manges, plus Mhm. tu apprécies. Donc, mais c'est vrai. Ah, bon, après, bon, forcément, parce que moi, je pense que ça dépend comment c'est fait aussi. Par exemple, tu vois, je fais l'exemple des épinards. Vous allez rigoler de ouf. Je prends l'exemple des épinards. Souvent, on dit, ouais, les enfants, ils aiment pas les épinards. Ouais, mais c'est qu'à l'école, ils savent pas cuisiner les épinards. C'est mouillé, tes épinards, ils sont dans l'eau, c'est pas bon. Mhm. T'achètes des épinards en branche ou, enfin, je sais pas, et tu mets de la crème fraîche et tu les cuis d'une manière bien. Bah, et je suis désolé, hein, les épinards, c'est super bon. C'est vraiment super bon. Tu relèves un petit peu avec un peu de sel, un peu Mhm. d'autres choses. Et les épinards, c'est super bon. Et tu donnes ça, un plat comme ça, à un gosse sans dire que c'est des épinards, il va grailler ça d'une manière, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que des fois, il y a tout un contexte qui va faire que c'est bien, tout un contexte qui va faire que c'est moins bien, tu vois. Il y a des livres quelconques, hein, enfin une BD, et tu vas voir le style graphique, c'est pas du tout ton style, et en plus de ça, le scénario, il est bof. Mais quand le scénario, il est bien, en fait, des fois, on oublie même le style graphique, quoi. Oui, je pense qu'il faut effectivement, ça dépend vraiment comment la sensibilité de chacun, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibles au dessin et qui finalement une histoire bateau peut leur aller si le dessin est beau, voire très beau. Et d'autres, au contraire, une histoire a toute l'importance, même si les dessins sont bâclés c'est vraiment quoi, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais je pense que Mhm. l'expérience aussi de pouvoir être curieux et de regarder et peut-être des fois de se forcer, ça peut amener à quelque chose. C'est Je dis ça, pas je suis qu'il d'accord. je dis pas qu'il faut se forcer jusqu'à l'écœurement comme les épinards, hein, mais Mhm. des fois, en prendre de temps en temps, ben, on se rend compte que c'est pas si mal. Mhm. C'est ça. Ah, je me suis rendu compte qu'avec certains. En fait, je suis abonné à l'X-Men, je continue toujours, et j'avoue que des fois, il y a des dessins, c'est vraiment très, très old school. Bah, ouais, mais c'est ouf aussi comment c'est fait, de se remettre tout à l'époque et tout le contexte qu'il y avait aussi social. Marrant de voir ça en fait, parce que derrière un dessin ou enfin, une histoire, il y a souvent tout un contexte qui est tout autre, quoi. Ouais. Je- Du coup, voilà. Ok. Voilà, on va Du discuter coup, jusque là. Esco, comme tu avais la parole, t'enchaînes sur ta review. Ouais, j'enchaîne tout de suite, hein, parce que du coup, moi je suis sur aussi les éditions Kana, plutôt précisément chez Kana Dark, avec un titre manga qui est pour ma part un coup de cœur, qui est sorti en 2 tomes, qui s'appelle The Kingdom of Wen. Vous allez me dire, le Mhm. contenu, ça parle de quoi? Donc là, on est quoi? On est dans un monde euh, qui s'est développé avec la magie, et il y a des sorcières, et puis il y a des jeunes apprentis, tout ça qui sont là. Et il y a une grande divinité et tout le monde vit dans le meilleur des mondes.
Sauf à un moment donné, il y a une évolution et une évolution industrielle où il y a un conflit entre la magie et l'industriel. Euh, du coup, on est sur l'empire de Rydia. Voilà, c'est comme ça que s'appelle l'empire, l'empire de Rydia. Ah ouais, j'ai oublié le principal, c'est que c'est écrit et dessiné par Yoru Hashi. J'ai complètement oublié de dire l'auteur et le dessinateur de ça. Donc, D'accord. l'empire de Rydia, euh, qui est peut-être même au summum de sa technologie, ça y est, pour eux, ils veulent mettre un trait définitif à tout ça et ils se lancent dans une grande chasse aux sorcières. Mais donc, c'est chez Canadark, hein, donc c'est assez violent, c'est assez dur. Pourtant, à première vue, quand tu vois le manga, tu te dis, oh, ça a l'air sympa, ça, non. C'est un manga pas du tout sympa. Alors, pas du tout sympa, pas dans le mauvais sens du terme, mais pas du tout sympa dans ce qui peut se passer à l'intérieur. D'accord. Donc, on va suivre Adonis, qui est un jeune apprenti, entre guillemets, euh, formé par une très charmante sorcière qui s'appelle Chloé. Donc, et il y a un petit jeu pas de séduction, enfin, on ne sait pas trop si c'est de la séduction, mais en tout cas, il se kiffe. Voilà. Le mec, il kiffe, enfin, Denis, il kiffe Chloé. Il kiffe alors, je sais, il kiffe parce que elle est hyper puissante, elle est jolie, mais en dehors de ça, on sent que c'est une fille hyper forte, quoi. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ça va être chaud ce qui va se passer après. Donc, déjà, dès le début, on voit, dès le début du manga, c'est dur. C'est dur parce que direct, on se dit, oh, c'est un manga, tout ça. On fait pas attention que c'est un manga d'arc. Et là, dès le début, on voit des sorcières pendues. Déjà, on se dit, ok, on sait où on est. On sait que ça va pas être, voilà, ça va pas être l'eau de l'eau rose, ça va Mhm. être plutôt vénère. Donc là, on suit tout au début. Donc moi, j'ai lu les deux tomes, hein, donc je vais parler exclusivement du premier tome, mais si on a le temps, je pourrais parler des deux tomes. Donc là, au début, Mhm. on les voit, ils sont en train d'apprendre un petit peu, enfin le mec, enfin Denis, il est en train d'apprendre un petit peu les maniements de la magie, tout ça. Il est très loin du compte, bon, ça se voit qu'il est un peu cucul à praline. Et à un moment donné, ils vont se faire attaquer par l'Empire, hein, l'Empire Rydia. Sauf que elle protège son petit apprenti et elle va les combattre euh, dans un combat titanesque, dans un combat vraiment hyper violent. Malheureusement, bah voilà, ça va mal finir. Ça va mal finir. Euh, il faut pas trop en dire parce que ça va spoil, mais il y a des scènes qui sont vraiment très très violentes. C'est dans la même lignée que quand je vous ai parlé du début, là où on voit des sorcières pendues. Ouais, c'est dans le même Mhm. délire. C'est dans le même délire. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, le petit Adonis, il va se vénérer de ouf. Et en fait, ça va être là la base des histoires. Ça va être plutôt un roman de vengeance, parce que ce qui va se passer, c'est que il va être grand vénère, il va se dire, moi, vivant, ça va pas se passer comme ça, je vais exploser cet empire euh, et je ne laisserai pas passer ce qui s'est passé. Et donc, du coup, voilà, ça va se passer comme ça. Sauf que, bah, c'est vrai que des fois, ça manque un peu de subtilité. Euh, Quand je dis que ça manque un peu de subtilité, c'est que il y a des thèmes qui sont quand même assez intéressants. Le thème qui sont toujours abordés souvent depuis la nuit des temps, enfin presque depuis la nuit des temps, entre la magie, mais on peut dire ça d'une autre manière, avec la technologie qu'il peut y avoir, vu que
pourrait mettre la technologie ou la religion ou tout ce qui peut être au niveau croyance, Mhm. ou autre d'ailleurs, et la technologie qui est beaucoup plus réaliste. Et du coup, j'ai trouvé que c'était amené d'une manière assez intelligente. Après, c'est vrai que c'est de l'ultra-vengeance. On se dit, mais qui va le calmer, quoi? Qui va calmer le petit parce que là, c'est chaud, quoi. Et les personnages, j'ai trouvé que les personnages étaient hyper badass. Et tous sont plutôt bien faits, que ce soit les espèces de, pas dire prostituées, mais les servantes du dictateur, du chef empereur, là, l'empereur, même le héros, hein, Denis, c'est un petit badawan, mais vas-y, il est chaud, quoi. Graphiquement, il est vénère. Euh, Vraiment, non, en fait, c'est un manga coup de cœur pour moi. C'est un manga que j'ai vraiment kiffé. Le deuxième tome, il est dans la même lignée, donc violent, tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de subtilité. Graphiquement, c'est comment? Graphiquement, c'est sympa. Graphiquement, c'est sympa. C'est plutôt bien dessiné, même si des fois, il y a des petits sauts de concentration. Il y a un peu de moins bien. Mais sinon, les combats sont hyper dynamiques. Les personnages, on n'a pas l'impression de voir les mêmes à chaque fois. Enfin, les personnages qui sont en arrière-plan, pardon. En arrière-plan, vous savez, des fois, on a l'impression d'avoir toujours les mêmes personnages. Non, pas du tout. Je trouve que c'est vraiment cool. Mhm. Euh, Il n'y a pas forcément de fanservice. Ah oui, elle est hyper sexy, tout ça, mais c'est pas joué à outrance. Loin de là. On voit vite fait un moment une scène où Chloé elle est nue, et encore, hein, que c'est caché par des bouts de tissu. Donc non, c'est par contre pour le coup c'est vraiment hyper violent. Alors je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Non, moi non plus, je connaissais pas. Donc, en deux tomes. Non, vraiment c'est. Alors je sais pas en combien de temps en combien de tomes ça se fera, mais Ah, parce que la série est mais, toujours en cours, en fait. Je pensais la que c'était fini série. en 2 tomes. Ah non, 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 la série est toujours en cours. La série est toujours en cours et j'ai tellement kiffé que je les achète neufs en fait, hein. Pas d'occasion, ni rien du tout. Je les attends avec impatience. Et, non, j'ai vraiment kiffé. Voilà. D'accord. Ouais, bah Euh, écoute, 2 tomes, ça coûte rien d'essayer en 2 tomes pour l'instant, donc ça va. C'est pas comme si je devais commencer One Piece, quoi. Mm. c'est pas comme si tu devais commencer One Piece. Mais ouais, ça, c'est un manga que j'aime bien T'as pas mettre pris en le avant. coffret, c'est d'où le coffret avec les 12 tomes, là? Ah, ça, c'est un coffret pour les spéculateurs, donc ça, je leur laisse le loisir. Non, non, parce que le problème, c'est que si tu commences. Après, c'est un arc. Le coffret, c'est un arc, en fait. C'est l'arc blue, je crois. Donc, c'est pas mal. C'est que tu as un début et une fin, entre guillemets, de l'arc. Ouais, éventuellement, je pourrais l'acheter pour mes enfants. Ouais. Ouais. Donc, moi, ce que je vous conseille en tout cas, c'est The Kingdom of One. C'est hyper cool et j'en aurai un autre manga aussi à vous conseiller à peu près dans le même délire qui à première vue pourrait être cool mais est grave vénère, c'est Why Nobody non attendez, Why Remember Nobody My World, un truc comme ça. Pourquoi personne se souvient du monde Ah, c'est de mon monde. Why Nobody, plutôt. Ouais. Ouais, Why Nobody Remember My World, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, bah, c'est Et noté. ça faut le lire les gars, je vous les conseille vivement. Donc après, j'avoue que je crois que c'est son premier manga. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai pas vu qu'il avait fait d'autres travail dessus. Mais ah oui, ce que je voulais dire, c'était assez marrant de voir aussi l'aspect graphique qui est un peu en contraste avec la violence que peut avoir le manga. C'est vraiment, moi, ce qui m'a un peu étonné d'ailleurs. Des fois, c'est un peu dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a une scène
choqué. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, bon, bah, pourtant, les personnages, ils sont un peu cartoon réalistes, en fait. C'est assez marrant parce que c'est un trait très détaillé, mais en même temps, les contours sont un peu surlignés en noir. C'est assez particulier, marrant. Et donc voilà, je vous le conseille vivement. Ok, bah c'est noté, j'essaie de le trouver. Ah, si tu veux, je te le prête, Cédo, hein, si on se voit. Ouais, il faut qu'on se trouve, ouais. Non, mais je passerai à ta fromagerie, pas de souci. Bon, je te ferai goûter quelques petites dingueries alors. Même toi, hein, Julien, Ok. viens à ma fromagerie là. Il y a Comichon qui dit là. Faudrait que je me prenne un peu de temps pour y aller. Ah, Mais les week-ends sont chargés. ouais. Bah, viens pour une dédicace. Wow, on t'entend plus. Allô? Allô. Bon, sur ce, les amis, merci à tous. Vous m'entendez? Oui, Ouais, on t'entend, Cédo. Non, je disais un petit au revoir. Ouais. Merci. Oui, bah au revoir. Merci d'avoir. C'était le podcast numéro 2. Non, numéro 1 de la saison. Ouais, saison 2, numéro 1. Le mec, il est perdu. Allez, bisous. Bisous à vous deux, Salut. les gars. Salut. Pour les nouvelles Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Salut.